C'est reparti. Eh ben oui, encore. Mais en même temps, ce chapitre-là est très très long, donc c'est un peu normal. Donc, pour cette troisième partie sur 4 du chapitre 3 de Confession d'un masque, nous allons lire de la page 83 à 114. On s'était quitté sur « À la tombée du jour, notre train arriva près de Tokyo, à la gare de Ho, où nous avions une correspondance pour la ligne circulaire. Là, nous fûmes confrontés pour la première fois aux traces visibles des ravages causés par le raid aérien de la nuit précédente. La passerelle au-dessus des voies était noire de monde, tous des sinistrés. Donc là, on parle, durant ce raid mené dans la nuit du 9 au 10 mars, l'aviation américaine largua 1700 tonnes de bombes incendiaires sur Tokyo, faisant plus de 100 000 morts. Il s'agit du raid le plus meurtrier de toute la Seconde Guerre mondiale. C'est horrible, je suis d'accord. Les Japonais étaient tout de même des nazis. Et j'espère pas me faire bannir de ma putain de chaîne pour le mot que je viens de dire. Mais voilà. Il faut savoir aussi que les Japonais n'étaient pas tout blancs à cette époque. Mais ça reste quand même un drame, ça reste quand même un gros drame. Ils étaient enveloppés dans des couvertures, d'où ressortaient des yeux vides de tout regard, de toute pensée, autant dire de simples globes oculaires. Il y avait aussi une mère qui, à un rythme uniforme de balancier, semblait vouloir bercer bercer éternellement l'enfant qu'elle tenait sur ses genoux. Affalée contre une mallette en osier, une jeune fille dormait, la chevelure piquée de fleurs artificielles, à moitié carbonisée. Comme nous traversions cette foule, on ne nous gratifia pas d'un seul regard, même de reproches. Tous ces gens nous ignoraient. Nous n'avions pas partagé leur malheur, et cela suffisait pour que soit gommée notre raison d'être, pour que nous n'existions pas plus que des ombres à leurs yeux. Cependant, quelque chose s'embrassait en moi. Ce cortège de malheurs, aligné sur la passerelle, me donnait du courage, m'infusait de la force. Je comprenais soudain cette surexcitation que provoquent les révolutions. Ces gens avaient vu l'incendie envelopper tout ce qui réglementait leur existence. Relations humaines, amour et haine, raison et richesse. Tout cela, devant eux, était parti en fumée. Or, à ce moment-là, ce n'était pas contre les flammes qu'ils avaient lutté, mais contre les relations humaines, contre les amours et les haines, contre la raison, contre les richesses. À ce moment, à l'instar de l'équipage d'un navire en perdition, il s'était trouvé dans la situation où l'on est en droit de tuer quelqu'un afin que quelqu'un d'autre vive. L'homme mort, en essayant de secourir sa bien-aimée, n'avait pas été tué par le feu, mais par sa bien-aimée. La mère morte, en cherchant à sauver son enfant, avait été tuée par celui-ci, et par lui seul. Ce que tous venaient d'affronter ainsi, c'étaient les aspects les plus universels, les plus fondamentaux de la condition humaine, comme on ne les avait jamais encore rencontrés. Je discernais sur leurs traits ces marques d'épuisement qu'un drame spectaculaire laisse sur le visage humain. Une sorte de certitude ardente flambant en moi. Pendant quelques instants, très brefs au demeurant, mes interrogations angoissées sur les fondements de la condition humaine furent bel et bien balayées. Et une envie de crier dilata ma poitrine. Si j'avais été doté d'un plus grand pouvoir d'introspection, si j'avais bénéficié d'un peu plus de sagesse, peut-être aurais-je pu pénétrer plus avant dans une analyse d'une telle condition. Il y a un insecte devant ma gueule, c'est pour ça que je fais ça. Mais chose plus risible, une sorte de fièvre rêveuse me poussa pour la première fois à passer mon bras autour de la taille de Sonoko. Il est possible que ce geste, si minime fût-il, m'ait été dicté par ce que j'avais déjà, le terme d'amour. Ne représentait plus rien pour moi. Merde, en fait, je l'ai mal dit. Encore. Il est possible que ce geste, si minime fût-il, m'ait été dicté parce que je savais déjà. Le terme d'amour ne représentait rien pour moi. Mon bras toujours passé autour de sa taille et marchant devant les autres, nous arrivons d'un pas pressé, d'un bout de la sombre passerelle. Sonoko ne dit pas un mot. Mais une fois dans le train, à l'éclairage étrangement lumineux, lorsque nos regards se croisèrent, je vis filtrer de ses yeux qui s'attardaient sur moi un éclat noir et ondoyant
où se lisait pourtant comme l'expression d'un être aux abois. Après avoir changé pour la ligne circulaire de métro aérien, je constatais que 90% des voyageurs étaient des victimes du bombardement. Une odeur d'incendie plus perceptible tournoyait dans l'air. Les gens racontaient d'une voix forte, en faisant les fiers, les dangers auxquels ils venaient d'échapper. C'était au sens strict du terme, une foule en révolution. Car cette foule vibrait d'une insatisfaction radieuse, une insatisfaction débordante, triomphante et joviale. À la station de S, je me séparais du reste du groupe. J'avais redonné son sac à Sonoko. En marchant jusqu'à chez moi, par les rues obscures, je m'aperçus à plusieurs reprises que mes mains ne tenaient plus ce sac, et je compris soudain quel rôle essentiel il avait joué dans notre relation. Il matérialisait une modeste corvée. Et moi, pour que ma conscience ne grimpe pas trop haut, j'avais toujours besoin du contrepoids de quelques corvées. Ma famille m'accueillit comme s'il n'était rien produit. Après tout, Tokyo est une métropole très vaste. Au bout de 2 ou 3 jours, je me rendis chez les Kusano pour apporter à Sonoko quelques livres que j'avais promis de lui prêter. Comme il s'agissait du genre de roman qu'un garçon de 20 ans, en de telles circonstances, destine toujours à une jeune fille de 18 ans, il est inutile d'en énumérer les titres, que l'on devinera aisément. Bon, peut-être pas, parce que c'est des livres japonais, mais bon, voilà. La joie de faire une chose aussi banale prenait pour moi une valeur très particulière. Sonoko était allé faire un tour dans le voisinage, mais ne tardait plus à rentrer, et je l'attendais donc dans le salon. Pendant ce temps, le ciel du début du printemps s'était brouillé, comme de l'eau de lessive, et la pluie se mit à tomber. Sonoko avait sans doute été surprise par l'averse sur le chemin du retour. Quand elle rentra dans le salon à peine éclairé, des gouttelettes éparses brillaient encore dans ses cheveux. Elle s'assit dans le coin le plus sombre du profond divan, comme pour se faire toute petite. De nouveau, un sourire affleura sur ses lèvres. Elle portait une jaquette pourpre, d'où la rondeur de ses seins semblait émerger à travers la pénombre. Comme nous étions timides et peu loquaces, il est vrai que nous trouvions ainsi tous les deux en tête à tête pour la première fois. Et je me rendis compte que si notre conversation dans le train, à l'aller, lors de notre bref voyage avait été si détendue, nous le devions en grande partie au bavardage incessant de M. Oba et à la présence des 2 jeunes sœurs de Sonoko. Du courage qui m'avait poussé, quelques jours plus tôt, à lui glisser un billet doux d'une seule ligne, écrit sur un bout de papier. Il ne me restait pas la moindre trace. Je me sentais bien plus humble qu'auparavant. Mon caractère me portait, lorsque je me lâchais la bride, à devenir sincère à mon insu. Or, devant Sonoko, je ne redoutais plus de me montrer sous ce jour. Était-ce parce que j'oubliais de jouer la comédie? Cette comédie conventionnelle consistant à tomber amoureux comme le fait un homme absolument normal. Quoi qu'il en fût, j'avais l'impression de ne pas aimer le moins du monde cette jeune fille si fraîche. Et pourtant, je me sentais à l'aise avec elle. L'averse ayant cessé, le soleil couchant pénétra dans la pièce. Les yeux et les lèvres de Sonoko brillaient. Dans toute cette beauté, interprétée par ma propre impuissance, pesait lourdement sur mon cœur. Et soudain, cette impression pénible, par contraste, mit en relief tout ce que sa vie pouvait avoir d'éphémère. Quant à nous, je me lançais enfin, comment savoir combien de temps il nous reste à vivre? Supposons qu'une alerte se déclenche là tout de suite. Peut-être qu'un avion transporte la bombe qui nous touchera en plein fouet. Ne serait-ce pas merveilleux? Jusqu'alors, Sonoko jouait à superposer les plis de sa jupe écossaise, mais en prononçant ces mots, elle leva la tête, ce qui fit briller le fin duvet qui ourlait ses joues. Imaginez qu'un avion approche sans bruit et qu'il nous choisisse pour cible, tel que nous sommes là. Vous ne pensez pas que... Elle ne se rendait pas compte qu'elle venait de me faire une déclaration d'amour. Ah bon? Moi aussi, je pense comme vous, répondis-je le plus naturellement du monde. Ah merde, c'est Sonoko qui dit ça? Merde! Je pensais que c'était Kotchan, bordel de merde. En fait, c'est elle. Ils vont bien ensemble, hein, les deux, hyper pessimistes. Pessimiste, réaliste, peu importe. Moi aussi, je pense comme vous, répondis-je le plus naturellement du monde. Sonoko ne pouvait pas deviner à quel point cette réponse s'ancrait dans mon désir le plus profond. Pourtant, quand j'y pense, notre dialogue était d'un ridicule achevé. Échanger de tels propos n'était concevable qu'en temps de paix, entre 2 personnes liées par un amour mûr et partagé.
Séparés par la mort, séparés par la vie, tout cela finit par m'assommer, dis-je avec cynisme pour masquer mon embarras. N'avez-vous pas l'impression parfois qu'à l'époque que nous vivons, les séparations sont notre lot quotidien alors que les rencontres tiennent du miracle? D'ailleurs, avoir la possibilité, comme nous le faisons en ce moment, de bavarder tranquillement, c'est sans doute miraculeux, si l'on y songe. Oui, moi je trouve aussi qu'elle hésitait à poursuivre. Puis d'un air très sérieux et avec pourtant une sérénité plaisante, nous venons tout juste de nous rencontrer et nous allons devoir déjà nous séparer. Grand-mère veut hâter notre départ pour la province. Avant-hier, dès que nous sommes rentrés, elle a envoyé un télégramme à l'une de nos tantes, qui habite un village du département de N. Et ce matin, celle-ci lui a téléphoné dans l'interurbain. Grand-mère lui avait demandé de nous chercher une maison. Mais ma tante a répondu qu'en ce moment, ce n'était pas vraiment la bonne période pour trouver à se loger, et qu'elle nous engageait à venir se réfugier chez elle. Elle a ajouté qu'elle en serait très contente, car cela mettrait de l'animation. Grand-mère a dit que nous arriverons dans 2 ou 3 jours. Vous vous rendez compte? Quelle précipitation! Je ne puis esquisser le plus petit signe d'assentiment. Le choc produit sur moi par ses propos était si fort que j'en restais interloqué. Car la conviction qu'à l'avenir, tout demeurait comme maintenant, que nous ne pouvions pas vivre l'un sans l'autre, avait induit en moi, à mon insu, un état de bien-être. Mais je m'apercevais qu'il s'agissait là, dans le fond, d'une double illusion. Les paroles de Sonoko, qui notifiaient notre séparation, mais signifiaient l'inanité de notre rencontre présente, me forçant à ne voir, dans ma joie présente, qu'un simple mirage, et tout en brisant ainsi l'illusion enfantine qui me portait à croire que tout cela allait durer à jamais, venait également en ruiner une autre. Car ces paroles m'emmenaient à ouvrir les yeux sur la réalité, pour reconnaître que même quand elle ne se soldait pas par une séparation, la relation entre un homme et une femme ne pouvait demeurer éternellement immuable. Cette prise de conscience m'oppressait le cœur. Pourquoi devrait-il en être ainsi? Les questions que je m'étais posées des centaines de fois depuis le début de mon adolescence me montaient de nouveau aux lèvres. Pourquoi sommes-nous tous chargés du devoir saugrenu de tout détruire, de tout abandonner à l'usure du temps, de tout confier au lot des vicissitudes? Ce devoir des plus désagréables, ne serait-ce donc pas ce qu'on nomme la vie? Mais ne suis-je pas le seul pour qui il s'agit d'un devoir? Du moins, une chose était sûre, j'étais le seul à ressentir ce devoir comme un fardeau. Voilà donc que vous partez déjà. Mais même si vous étiez resté, moi aussi je vais être obligé de partir dans peu de temps, alors... Vous partez? Mais où ça? Ils ont décidé de nous envoyer travailler dans une usine, je ne sais où, vers la fin de mars ou début avril. Mais ça doit être dangereux avec ces raids aériens et tout le reste. Oui, c'est dangereux, répondis-je comme le désespoir me gagnait et je me hâtais de rentrer chez moi. Le lendemain, l'idée que j'étais enfin dispensé de l'impératif d'aimer Sonoko me procura un apaisement qui m'enveloppa toute la journée. Je chantais à tue-tête. J'envoyais valser le détestable manuel des Six Codes. Bref, j'avais le moral au beau fixe. Six Codes, il s'agit de l'ensemble des textes législatifs élaborés à partir de la fin du 19e siècle sur le modèle des législations ayant cours en Occident. Cette curieuse euphorie dura un jour entier. Puis comme les enfants, je sombrais d'un coup dans un sommeil de plomb. Il fut interrompu en pleine nuit par les sirènes qui mugissaient de toutes parts. La famille, en maugréant, partit se réfugier dans l'abri anti-aérien. Mais rien ne se passa et bientôt retentit la fin de l'alerte. Comme j'avais somnolé dans l'abri, je fus le dernier à émerger, mon casque de fer et mon bidon d'eau accrochés à l'épaule. Cet hiver de 1945 n'en finissait pas. Alors que le printemps d'un pas furtif de panthère s'était déjà manifesté, l'hiver semblait le retenir dans sa cage et lui barrait la route, avec un obscur entêtement. Les étoiles brillaient encore d'un scintillement de glace. Au milieu des arbres au feuillage persistant et dru qui encadraient cette scène, mes yeux gonflés de sommeil distinguèrent quelques étoiles brouillées, luisant avec douceur. Oh putain. L'air piquant de la nuit se mêlait à mon souffle. Soudain, une idée m'accabla. J'aimais Sonoko. Et si nous ne vivions pas ensemble, le monde n'aurait plus pour moi le moindre prix. Si tu en es capable, mieux vaut essayer de l'oublier, me disait une voix. Et aussitôt après cela, ce chagrin m'ébranlait
ébranlait les fondements de mon existence. Celui qui m'avait envahi le matin où j'avais vu Sonoko arriver sur le quai de la gare montait de nouveau en moi. Je n'y tenais plus. Je me mis à trépigner. Malgré tout, je pris mon mal en patience pendant une bonne journée. Le soir du 3e jour, je retournais rendre visite à Sonoko. Devant l'entrée de la maison, un homme aux allures de manœuvre s'activait à emballer des paquets. Une sorte de coffre de voyage posé sur le gravier était enveloppé de nattes de paille et ficelé à l'aide d'une corde grossière. À cette vue, l'angoisse me gagna. Dans l'entrée apparut alors la grand-mère. Derrière elle s'empilaient des morceaux de colis qui attendaient d'être emportés. Et tout le sol était jonché de débris de paille. Remarquant l'air soudain embarrassé de la vieille dame, je pris la décision de repartir sur le champ, sans revoir Sonoko. Veuillez donner ces livres à Mademoiselle Sonoko de ma part. Et comme l'aurait fait un petit coursier dépêché par un libraire, je lui tendis 2 ou 3 romans sentimentaux. Merci infiniment de tout ce que vous avez fait pour nous, dit la grand-mère, sans marquer la moindre velléité d'appeler sa petite fille. Nous avons décidé de partir demain soir pour le village de 3 étoiles. On ne sait pas le nom du village. Sûrement pas important. Si ce serait important, il l'aurait fait, il l'aurait mis. Tout s'est agencé le plus facilement du monde. Nous allons donc pouvoir nous en aller plus vite que nous l'aurions imaginé. Nous laissons cette maison en location à Monsieur T. Elle servira de pension aux employés de son entreprise. Quel dommage que nous devrions nous quitter si vite. Mes petites filles étaient si heureuses d'avoir pu faire votre connaissance. Je vous en prie, il faudra revenir nous voir là-bas. Dès que nous serons installés, nous vous aviserons. Alors surtout, n'hésitez pas à nous rendre visite. Entendre cette grand-mère si sociable articuler avec une telle netteté n'avait rien de déplaisant. Cependant, pareil en cela à sa rangée de fausses dents trop bien alignées, ces paroles n'avaient pas plus de consistance qu'une chaîne de composés inorganiques. Je vous souhaite à tous de vivre en bonne santé. C'est tout ce que je fus capable de dire. Je ne pus même pas prononcer le nom de Sonoko. À cet instant, comme si mon indécision l'y avait convié, la jeune fille apparut au fond du couloir en bas de l'escalier. Elle tenait d'une main un grand carton à chapeau et de l'autre 5 ou 6 livres. Sous les rayons du jour qui tombaient d'une fenêtre à claire-voie, sa chevelure flamboyait. Lorsqu'elle me reconnut, elle s'écria, d'un ton qui semblait stupéfier sa grand-mère. « Vous voulez bien attendre une minute? » Puis d'un pas bruyant et de petite effrontée, elle s'élança vers le premier étage. Quant à moi, le spectacle de l'étonnement de la grand-mère m'apporta une immense satisfaction d'orgueil. La vieille dame, tout en s'excusant du monstrueux désordre causé par les paquets qui envahissaient tout l'espace, l'avait empêché de me revoir décemment, s'éclipsa d'un air affairé vers le fond de la maison. Presque aussitôt, Sonoko, les joues en feu, redescendit l'escalier en courant. Et devant moi, qui demeurait figé dans un coin de l'entrée, elle enfila sans maudire ses chaussures, se redressa et me déclara « Je vous raccompagne jusque là-bas. » Il y avait dans son ton ferme et péremptoire une force qui me bouleversa. Tout en triturant avec une maladresse naïve ma casquette d'uniforme, je gardais les yeux fixés sur Sonoko. Mais j'eus soudain la sensation d'un bruit de pas qui, dans mon cœur, s'arrêtait net. Nos corps se frôlant presque, nous sortîmes de la maison pour nous engager en silence, dans l'allée de gravier qui descendait vers le portail. Brusquement, Sonoko s'arrêta pour renouer le lacet d'un de ses souliers. Comme elle faisait curieusement traîner les choses, je continuai de marcher jusqu'au portail, et là je l'attendis en contemplant la rue. Je n'avais pas perçu le sens de ce charmant stratagème d'une jeune fille de 18 ans. En fait, elle cherchait à ce que je m'écarte un peu d'elle. Stupidement, son torse vint heurter par derrière la manche droite de mon uniforme. Dans l'état second où je me trouvais, ce choc imprévu me fit le même effet qu'une collision avec un automobile. « Tenez, prenez ceci. » Le coin d'une enveloppe rigide, de format occidental, s'enfonça dans la chair de ma paume. Comme on tordait le cou à un moineau, j'ai failli l'écraser en refermant le poing sur elle. Le poids de cette lettre avait pour moi quelque chose d'invraisemblable. Pourtant, l'enveloppe de celles qui sont du goût des collégiennes était bien là, dans ma main, et j'y jetai un œil furtif, comme pour chercher à regarder ce qui est interdit de voir. Surtout, attendez d'être rentré chez vous pour la lire, murmura-t-elle d'une petite voix hachée, comme si on la chatouillait. Je lui demandai « Où dois-je envoyer la réponse? » Je l'ai indiqué, à l'intérieur. C'est mon adresse au village de 3 étoiles. Écrivez-moi là. Chose étrange, la séparation prit soudain pour moi l'allure d'un jeu, comme dans ces parties de cache-cache,
un instant si plaisant où celui qui s'y colle commence à compter tandis que les autres s'égaillent en tous sens. J'avais le don curieux de pouvoir jouir ainsi de tout, et grâce à ce talent pervers, ma couardise passait souvent à tort, même à mes propres yeux, pour du courage. Pourtant, un tel talent peut être assimilé à la compensation accordée par la vie, avec une certaine indulgence aux êtres incapables de faire des choix. Nous nous quittâmes à la gare, devant l'accès au quai, sans même nous donner une poignée de main. Cette lettre d'amour, la première reçue de ma vie, me transporta de joie. Incapable d'attendre jusque chez moi et sans crainte d'être vu, j'ouvris l'enveloppe dans le train. Il s'en déversa des images de silhouettes découpées et des cartes d'importation en couleurs, de celles qui font les délices des élèves fréquentant les écoles de mission chrétienne. En si grand nombre, elles faillirent tomber par terre. Entre elles était glissée une feuille de papier à lettres bleues, ornée d'une reproduction de dessins animés de Walt Disney, un loup et une enfant, sur lequel avait été noté d'une écriture appliquée qui sentait un peu trop l'exercice de calligraphie, le texte suivant. Vous avez eu la bonté de me prêter quelques ouvrages. Je vous en suis infiniment reconnaissante. Grâce à vous, j'ai éprouvé un profond intérêt à leur lecture. Je prie de tout mon cœur pour que vous continuiez à bien vous porter, même durant les bombardements aériens. Dès que je serai bien installé, je compte vous redonner de mes nouvelles. Voici mon adresse. Numéro 3 étoiles, village de 3 étoiles, commune de 3 étoiles, département de 3 étoiles. J'espère que c'était pas écrit de même vraiment dans la lettre, hein, sinon le mec est perdu. C'est quoi ce numéro 3 étoiles? Les quelques papiers joints à cette lettre n'ont pas vraiment d'intérêt, mais je vous prie de les accepter en témoignage de gratitude de ma part. Quelle magnifique lettre d'amour! Mes transports de joie prématurés avaient été mouchés de belle manière. Je me sentis blêmir et le rire me prit. En effet, qui pouvait bien répondre à cela, autant accuser réception d'un carton de remerciement? Or, au fil du trajet de 30 ou 40 minutes qui me séparait de chez moi, l'exigence qui m'avait saisi dès le début d'écrire une réponse m'orienta vers un plaidoyer en faveur de mes prétendants transports de joie. D'emblée, j'imaginais que l'éducation reçue au sein d'une famille, comme la sienne, ne portait guère Sonoko à s'instruire dans l'art de rédiger des billets doux. D'ailleurs, comme c'était la première lettre qu'elle écrivait à un homme, les atermoiements de toutes sortes par lesquels elle était sans doute passée avaient dû paralyser sa main. Car, à l'évidence, ses moindres faits et gestes de tout à l'heure avaient été bien plus révélateurs que ses sentiments, que les mots creux de cette lettre vide. Tout à coup, une autre colère me saisit par surprise. De rage, je m'en pris une fois de plus aux Six Codes. J'ai lancé le livre contre le mur de ma chambre. « Non, mais quel chef molle! » me dis-je, et je commençai à me fustiger. Tu as devant toi une jeune fille de 18 ans et tu attends avec convoitise qu'elle s'amourache de toi et fasse le premier pas? Qui t'empêche d'être un peu plus entreprenant et de passer à l'offensive? Je sais bien que ton indécision est due à cette étrange angoisse indéfinissable, mais dans ce cas, qu'est-ce qui t'a donc pris d'aller de nouveau lui rendre visite? Retourne-toi un peu sur ton passé. Quand tu avais 14 ans, tu menais la vie de tous les garçons de cet âge. Vers 16 ans encore, dans l'ensemble, tu étais sur le même plan qu'eux. Mais qu'en est-il à présent que tu as 20 ans? La prédiction d'un de tes amis, comme tu mourras à l'âge de 19 ans, ne s'est pas réalisée. Mais ton désir d'être tué à la guerre par la force des choses, tu as dû y renoncer. Et arrivé à ton âge, tu te voilà tout dérouté par ce premier amour avec une gamine de 18 ans qui ne comprend rien à rien. Et zut, tu parles d'un progrès merveilleux. Attends d'avoir 20 ans pour engager enfin une correspondance amoureuse. Tu n'aurais pas fait d'erreur dans ta mesure du temps. Et puis n'oublie pas que tu n'as jamais encore embrassé. Tu n'es qu'un petit minable. Il se tient pas en haute estime, hein? Là-dessus, une autre voix, morne et obstinée, vient railler à son tour. Une voix d'une sincérité presque brûlante, empreinte d'une épaisseur humaine qui m'était inconnue. Et voici la salve de questions qui me décocha. Tu parles d'amour? Bon, admettons. Mais t'arrive-t-il d'être attiré sensuellement par une femme? Tu prétends que pour elle et elle seule, tu ne ressens aucun désir impur. Mais en dupant ainsi, ne cherches-tu pas à t'oublier? Toi qui n'as jamais éprouvé pour les femmes ce genre de désir. Et d'abord, qui es-tu pour te permettre d'utiliser ce qualificatif d'impur? D'ailleurs, t'est-il arrivé d'avoir envie de regarder une femme nue? As-tu jamais imaginé Sonoko dénudée juste une seule fois? Tous les garçons de ton âge, quand ils voient une jeune fille jeune, ne peuvent s'empêcher de l'imaginer nue. C'est une évidence que quelqu'un comme toi, avec ton art de raisonner par analogie, est certainement capable d'appréhender.
Pourquoi je te dis cela? Interroge ton cœur. Allez, tu devrais y arriver, en bousculant juste un peu les règles de l'analogie. Hier soir, avant de t'endormir, tu t'es livré à ta sympathique petite routine, non? Appelons cela une sorte de prière, pourquoi pas? Une sorte de rituel impie, tout à fait insignifiant, auquel tout le monde finit par recourir. Et puis, tous les succès d'année, une fois l'habitude prise, n'ont rien de désagréable. D'autant plus que celui-là est un somnifère aux effets instantanés. Mais hier soir, apparemment, ce n'est pas du tout Sonoko qui t'est venu à l'esprit. C'est un fantasme bizarre, aberrant, et moi qui suis toujours tout près de toi à te regarder, j'en étais resté estomaqué, comme à chaque fois. D'ailleurs, dans la journée, alors que tu marchais dans la rue, tu n'avais Dieu que pour les jeunes soldats et les matelots. Tu sais bien, tous ces garçons à l'âge que tu préfères, à la peau hâlée par le soleil, aux lèvres ingénues et étrangers à toute forme d'intellect. Dès que tu en aperçois un, ton œil s'empresse d'évaluer les mensurations de son torse. Quand tu sortiras diplômé de la faculté de droit, tu as donc l'intention de devenir tailleur? Le corps de ces jeunes ignores d'une vingtaine d'années, aussi délié que celui de Petit Lion. C'est Stark dont tu raffoles, avoue-le. Durant la seule journée d'hier, combien de ces garçons as-tu mentalement dénudés? À l'intérieur de toi, tu possèdes, prête à l'usage, une boîte d'herboriste, dans laquelle tu ranges les corps nus de tous les éphèbes que tu as collectés. Puis tu sélectionnes parmi eux la victime de ton prochain rituel impie. Le choix se porte sur celui qui te plaît particulièrement. Allez, passons maintenant à la scène ahurissante qui s'ensuit. Tu conduis ta victime près d'une curieuse colonne de forme hexagonale. Là, à l'aide d'une corde que tu avais dissimulée, tu lui attaches les mains derrière le dos, ligotant ainsi son corps nu à la colonne. La victime doit s'opposer avec assez de résistance et crier suffisamment fort. Puis par petites touches précautionneuses, tu fais allusion à sa mort prochaine. Pendant ce temps, un étrange sourire candide fleurit sur tes lèvres et tu sors un couteau aiguisé de ta poche. T'approchant du garçon, tu chatouilles légèrement de la pointe de ta lame la peau de ses flancs musculeux, dans un geste de caresse. La victime hurle de désespoir, se tortille pour tenter d'empêcher un coup couteau. D'épouvante, son cœur s'affole, bat à grands coups, ses jambes nues tremblent si fort que ses genoux s'entrechoquent. Un bruit sourd et voilà le couteau planté dans son abdomen. Évidemment, c'est toi l'auteur de ce forfait. Le corps arqué de la victime se cambre davantage. Elle pousse un cri de solitude déchirant. Des spasmes secouent les muscles de son ventre. Le couteau pareil à une lame tranquillement glissée dans son fourreau reste enfoui dans la chair palpitante. Une source de sang jaillit en bouillonnant pour s'écouler par les cuisses lustrées. Ta jouissance à cet instant prend véritablement une dimension humaine, car ton obsession, la normalité, à cet instant précis, tu la possèdes. Quel que soit l'objet de ton fantasme, il provoque une excitation sexuelle qui monte du plus profond de ta chair. Cette excitation, par sa normalité, ne diffère en rien de celle des autres hommes. Ton cœur est secoué par un débordement d'instincts primitifs, des plus voluptueux. En toi renaît la profonde exultation du barbare. Tes yeux étincelants, un flux de sang incendie ton corps entier, tandis que te submerge le trop plein de toutes les manifestations de vie vécues par les tribus sauvages. Même après l'éjaculation, la douce chaleur d'un hymne barbare persiste en toi sans l'assaut de cette tristesse qui suit le coït avec une femme. Tu resplendis de solitude dépravée. Pour quelques instants encore, tu te laisses balloter par le courant mémoriel de quelques immenses fleurs antiques. Les souvenirs des émotions ultimes, puisés à l'élan vital des tribus sauvages, auraient-ils par hasard entièrement subjugué tes fonctions sexuelles, ta volupté? À ratiociner comme tu le fais, je me demande bien ce que tu cherches à dissimuler, que quelqu'un comme toi, capable par moments de ressentir cette profonde jouissance inséparable de l'existence humaine, éprouve le besoin de disserter sur l'amour ou sur l'esprit. Voilà qui me dépasse. Tiens, que dirais-tu de ça? Et si devant Sonoko, tu soutenais ta thèse saugrenue, un doctorat sublime qui s'intitulerait Étude d'une fonction mathématique établissant la relation entre les courbes du torse, des éphèbes et le volume de leur écoulement sanguin. Le torse est écrit torso en italien en syllabaire. Je sais, c'est un peu niqué le truc, mais t'inquiète. Car ceux que tu choisis sont lisses, souples, amples. Ce sont des torses juvéniles sur lesquels le sang en ruisselant dessine les courbes les plus subtiles. Des torses dont la forme esquisse avec les filets de sang qui dégoulinent des motifs naturels de la plus grande beauté, comme le trajet d'un ruisseau gracieux serpentant à travers la campagne, ou le grain de la courbe transversale d'un vieil arbre gigantesque,
prétendrais-tu le contraire? Non, je ne prétendais pas le contraire. Cependant, ma faculté d'introspection était si structurée comme ces rubans obtenus en faisant subir une torsion d'un demi-tour à une longue bande de papier, puis en collant ses deux extrémités. Elle n'avait ni début ni fin. On croyait voir le recto? Non, c'était le verso. Et le verso, c'était de nouveau le recto. Plus tard, ces mouvements cycliques allaient se tempérer. Mais à l'âge de 20 ans, je ne faisais que tourner en aveugle sur l'orbite de mes émotions. Et ma vitesse de rotation, à cause du pressentiment impérieux de fin du monde lié aux derniers mois de la guerre, avait atteint un rythme quasi vertigineux. Cause, effet, contradiction, antagonisme. Le temps manquait pour aborder une à une toutes ces questions. Les contradictions immuables défilaient en s'égratignant au passage avec une célérité qu'aucun œil ne pouvait saisir. Au bout d'une heure, j'étais mu par une seule idée, répondre de façon habile à la lettre de Sonoko. Entre-temps, les cerisiers avaient fleuri, mais personne à Tokyo n'avait le loisir de sortir, admirer les fleurs. À part sans doute les étudiants de la faculté de droit de mon université. Après les cours, j'allais flâner soit seul, soit avec 2 ou 3 amis sur les bords de l'étang de S. T'sais, au lieu de mettre trop petites étoiles aux dates et tout, il aurait pu mettre les lettres, comme là, l'étang de S, la ville de M, Monsieur O, des trucs du genre. Il aurait pu mettre des lettres au lieu de trop petits points. Ça fait étrange, juste une lettre, mais ça fait déjà moins étrange que 3 astérix. Bref, les fleurs avaient l'air étrangement enjôleuses, sans leur tenture rayée de rouge et blanc, qui en formait, pour ainsi dire, la livrée, sans l'animation autour des échoppes où l'on boit du thé, sans la foule des badauds et les vendeurs de ballons de baudruche ou de petits moulins à vent. Les cerisiers, qui s'épanouissaient à leur guise entre les arbres à feuilles persistantes, semblaient donner à voir le corps nu des fleurs. J'avais l'impression que jamais jusqu'à ce printemps-là, les offices gracieux de la nature, sa veine prodigalité, ne s'étaient manifestés avec une beauté si ensorcelante. Un soupçon désagréable m'habitait. La nature n'était-elle pas en train de reconquérir notre monde, car la splendeur de ce printemps sortait de l'ordinaire. Le jaune du colza, le vert des arbres tendres, le noir luisant de fraîcheur du tronc des cerisiers, le dais de fleurs mornes qui pesaient sur leurs feintes, tout ce vif éclat se teintait à mes yeux d'une sorte de malveillance. C'était un véritable incendie de couleurs. En chicanant sur un point stupide de quelques théories juridiques, nous marchions sur la pelouse entre l'étang et la rangée de cerisiers. À l'époque, j'adorais la portée ironique des cours de droit international donnés par le professeur Y. Celui-ci, sous le bombardement aérien, poursuivait magnanime ses cours sur la Société des Nations, qui promettaient d'être interminables. Je me trouvais dans l'état d'esprit de celui qui écoute un exposé sur le mahjong ou les échecs. Paix! Paix! Cette sonorité, pareille à celle d'une clochette qui ne cesse de vibrer dans le lointain, n'était pas plus réelle pour moi qu'un simple bourdonnement d'oreilles. En somme, la question est de savoir si les créances relatives aux droits de propriété réels ont valeur d'absolu, déclara notre camarade A, un étudiant un peu rustre chez qui, malgré son teint florissant et sa forte stature, on avait diagnostiqué des infiltrants pulmonaires à un stade assez avancé, grâce à quoi ils n'avaient pas été incorporés. « Laissons tomber, tout ça est stupide », le coupa B, un garçon dont on comprenait l'emblée, à voir son teint blême qu'il était atteint de tuberculose. Dans le ciel, les avions ennemis sur terre la législation, lança-je en ricanant. Pourquoi pas gloire à Dieu au plus haut des cieux, épée sur terre, aux hommes qu'il aime, tant que vous y êtes. J'étais le seul à ne pas souffrir d'une affection pulmonaire. De mon côté, je simulais des troubles cardiaques. Décoration aux maladies, l'époque n'offrait pas d'autre alternative. Soudain, venant de sous les cerisiers, un bruit d'herbe que l'on foule interrompit notre marche. Celui qui piétinait ici sembla étonné de nous découvrir là. C'était un jeune homme qui portait un vêtement de travail d'une propreté douteuse et des socs de bois. Sa jeunesse se reconnaissait uniquement à la couleur de ses cheveux coupés ras, que l'on devinait à peine sous sa casquette militaire et car son visage au teint brouillé, sa petite barbe mal rasée et clairsemée, ses mains et ses pieds tachés d'huile, son cou crasseux. Tout cela dénotait une fatigue atroce qui n'avait rien à voir avec son âge. Je suis assez surpris sa petite barbe mal rasée. Parce que d'habitude, les Asiatiques sont pas trop portés sur la barbe.
Mais soit. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns avec des pinches, mais c'est assez rare. Il doit être là-dedans. Un peu en retrait derrière lui, une jeune fille gardait la tête baissée, comme si elle boudait. Les cheveux tirés vers l'arrière, elle portait un corsage couleur kaki de coupe militaire. Sur un mumpé en Ikea flambant neuf, seul élément à ponctuer cette scène d'une touche de fraîcheur merveilleuse. À n'en pas douter, nous avions surpris le rendez-vous d'un couple de travailleurs réquisitionnés par l'armée. Apparemment, ils s'étaient éclipsés de leur usine pour la journée afin de venir admirer les cerisiers en fleurs. Et s'ils s'étaient montrés si alarmés de nous voir, c'est sans doute qu'ils nous avaient pris pour des membres de la police militaire. La police militaire, appelée la Kempeitai, fondée en 1881 sur le modèle de la gendarmerie française, était la police secrète de l'armée impériale japonaise. Destinée à traquer les opposants au régime, elle commis de nombreuses exactions et était, de ce fait, très redoutée. En passant devant nous, les amoureux nous lancèrent un petit regard par en dessous d'un air renfrogné. Quant à nous, après cela, l'envie de parler nous avait presque quittés. Avant même la pleine floraison des cerisiers, la faculté de droit suspendit de nouveau nos cours et en tant qu'étudiants mobilisés, on nous envoya travailler dans un arsenal naval à quelques kilomètres de la baie de Hesse. Vers la même époque, ma mère, avec ma sœur et mon frère cadet, était partie se réfugier chez l'un de mes oncles qui possédait une petite ferme en banlieue. Elle avait laissé à la maison le collégien d'un sérieux fort au-dessus de son âge qui, logé chez nous, fut chargé de s'occuper de mon père. Les jours où le riz manquait, le garçon broyait au mortier des graines de soja préalablement bouillies, avec lesquelles il préparait un brouet qui faisait penser à du vomi, et qu'il mangeait en compagnie de mon père. Quand celui-ci s'absentait, il avait le chic d'aller picorer sans vergogne dans notre maigre stock d'aliments d'appoint. À l'Arsenal, la vie était empreinte d'insouciance. J'étais employé à la bibliothèque et aussi aux travaux de terrassement. Il s'agissait, avec un groupe de jeunes ouvriers de Formose, de creuser des galeries latérales destinées à l'évacuation des ateliers de pièces détachées. Ces petits démons de 11 ou 12 ans étaient pour moi les meilleurs amis du monde. Ils m'apprenaient à parler leur langue et moi je leur racontais des contes de fées. Ils étaient convaincus que leur divinité de Formose les protégeait contre les raids aériens et les ramènerait un jour sains et saufs sur leur île natale. Leur appétit atteignait des proportions indécentes. L'un d'eux, vif et astucieux, ayant un jour dérobé du riz et des légumes au nez et à la barbe du responsable de la cantine, ils furent sautés, le tout à la poêle en l'arrosant copieusement d'huile de graissage. Je déclinais ce festin qui promettait d'avoir un goût d'engrenage. Je sais bien que le faire c'est important, mais de là à manger un truc qui goûte l'engrenage, pas sûr. En fait, non. Je suis pas sûr, c'est non. Un mois s'était à peine écoulé et ma correspondance avec Sonoko commençait à prendre un tour un peu particulier. Dans mes lettres, je me montrais très audacieux. Un matin, une fois retourné à l'Arsenal après la fin d'une alerte aérienne, je trouvais sur mon bureau une lettre d'elle et comme je la lisais, mes mains se mirent à trembler. Je me laissais bercer par une sensation de griserie et je ne cessais de me répéter à mi-voix une phrase de cette lettre. « Vous me manquez ». L'absence me donnait du courage. La distance me conférait le droit à la normalité. Une normalité de travailleur intérimaire, que j'avais fini par assimiler. Du fait de l'éloignement dans le temps et dans l'espace, l'existence d'une personne prend le relief d'une abstraction. Le sentiment amoureux exclusif qui m'attachait à Sonoko et mes désirs charnels, aberrants, qui n'avaient aucun lien avec cet amour, étaient sans doute passés par ce processus d'abstraction pour se fondre en un tout homogène et fixer l'être que j'étais, en dehors de toute contradiction, dans une durée qui s'écoulait seconde après seconde. J'étais totalement libre. La vie quotidienne m'emplissait d'une joie indicible. Les rumeurs annonçant le débarquement imminent de l'ennemi dans la baie de Hesse, puis la conquête de toute la région alentour, il y avait aussi leur part. Mais mon désir de mort s'était fait plus présent, plus intense que jamais. En de telles circonstances, j'avais véritablement l'espoir en la vie. J'avais véritablement espoir en la vie. J'ai ajouté un apostrophe, désolé. Un samedi vers la mi-avril, une permission m'ayant été enfin accordée, je repartis pour Tokyo. J'avais prévu de choisir dans ma bibliothèque quelques ouvrages à lire une fois rentré à l'Arsenal. Puis, sur la lancée, de me rendre en banlieue, là où ma famille s'était réfugiée pour y passer la nuit. Mais en cours de route, comme le train s'arrêtait, puis s'ébranlait de nouveau au rythme des alertes, je fus soudain pris de frissons. J'avais des vertiges violents et une langueur fiévreuse
s'est installé dans mon corps tout entier. Pour en avoir souvent fait l'expérience, j'ai reconnu tous les symptômes d'une angine. Arrivé à la maison, je fus préparer mon futon par le jeune garçon au père et me couchai aussitôt. Au bout d'un moment, une voix enjouée de femme, montant du rez-de-chaussée, vint résonner contre mes tempes palpitantes de fièvre. Puis un bruit de pas qui montait l'escalier, suivi d'un trottinement dans le couloir en direction de ma chambre. J'entr'ouvris les yeux et découvris le bas d'un kimono orné de grands motifs exubérants. « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te laisses aller, est-ce que je vois? »« Tiens, mais on dirait Shahako. »« Tiens, c'est tout ce que tu arrives à me dire, alors qu'on ne s'est pas vu depuis 5 ans. » C'était la fille d'un parent éloigné. Elle se nommait Chieko, mais dans la famille, tout le monde l'appelait Shahako. Elle avait 5 ans de plus que moi. Il y avait 20, elle avait 25. Je l'ai vue la dernière fois le jour de son mariage. Mais les rumeurs disaient que depuis la mort de son mari au combat l'année précédente, elle faisait montre d'une gaieté un peu insolite. Une gaieté telle que je me sentis incapable de lui présenter mes condoléances. Ahuri, je restais muet. Elle aurait pu au moins se dispenser de piquer cette grosse fleur artificielle dans ses cheveux, pensais-je. Je suis venu aujourd'hui pour voir Tatchan. J'ai quelque chose à lui demander, dit-elle, désignant mon père pour le diminutif de son prénom, Tatsuo. Je voudrais lui parler de l'évacuation de nos affaires. Apparemment, il a rencontré papa l'autre jour, je ne sais où, et il a dit qu'il pouvait lui indiquer un endroit où mettre tous nos bagages à l'abri. Je crois que mon paternel va rentrer tard ce soir, mais peu importe. Ses lèvres, trop fardées, me mirent très mal à l'aise. Peut-être à cause de la fièvre, j'avais la sensation que ce rouge me vrillait l'œil et aggravait encore plus mon mal de tête. Quand même, oser. En ce moment, oser te maquiller à ce point. Personne ne te fait de réflexion quand tu marches dans la rue? Parce que tu te crois assez âgé pour te soucier du maquillage des femmes? Quand tu restes vautré comme ça, tu ressembles plutôt à un bébé à peine sevré. Est-ce que tu m'agaces? Allez, sors d'ici. Elle fit exprès de s'approcher de moi. Ne voulant pas qu'elle me voie en yukata, je remontai ma couette jusqu'au menton. Soudain, elle me tendit la main vers mon front. Le froid presque mordant de sa paume contre ma peau me sembla bienvenu. Elle me bouleversa. « Tu as de la fièvre. Tu as pris ta température? » 39 degrés, très exactement. Il va te falloir une poche de glace. « De la glace? Certainement pas. Laisse-moi voir, voyons. » Et Chieko, dans un froissement de manche, descendit gaiement vers le rez-de-chaussée. Bientôt, elle remonta et s'assit sagement. J'envoyai le garçon au père en chercher. Merci. Je regardais le plafond. Comme elle saisissait un livre posé à mon chevet, l'une des manches fraîches de son kimono de soie frôla ma joue. Soudain, je me pris à désirer cette manche. Je fus sur le point de lui demander d'en couvrir mon front, mais je n'en fis rien. L'obscurité du soir gagnait la pièce. Il tarde à revenir, ce garçon? Un homme qui a la fièvre perçoit l'écoulement du temps avec une précision maladive. J'avais l'impression qu'il était encore un peu trop tôt pour que Chieko insiste sur ce retard. Au bout de 2 ou 3 minutes, elle reprit. « Il tarde, ce garçon. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? »« Mais non, il ne tarde pas. » tonnai-je, exaspéré. « Pauvre petit, tu es drôlement fâché. Ferme les yeux, je t'en prie. Arrête de fixer le plafond d'un air aussi furieux. » Petite pause, il reste quelques pages, je vais chercher mon signet. Pardon, il était parti au vent. Comme je lui obéissais, la fièvre pesa encore plus fortement sur mes paupières, jusqu'à la douleur. Et soudain, je sentis comme un contact sur mon front, accompagné d'un souffle à peine perceptible. Me dérobant de ce contact, je soupirais sans savoir pourquoi. À ma respiration vint se mêler une haleine étrangement chaude, et brusquement, quelque chose de pesant, de poisseux, scella mes lèvres. Nos dents s'entrechoquèrent avec bruit. J'avais peur d'ouvrir les yeux et de regarder, puis 2 paumes froides vinrent s'enserrer fermement mes joues. Bientôt, Chieko s'écarta, et je me redressai à moitié, et nous restâmes là, dans la pénombre du soir, à échanger des regards courroucés. Les sœurs de Chieko étaient des femmes lascives. À présent, je voyais clairement qu'un même sang flambait dans ses veines. Mais la passion qui l'incendiait ainsi, et la fièvre due à ma maladie, créaient soudain entre nous une affinité étrange, difficile à expliquer.
Je me redressai entièrement et lui dis « Encore une fois? Non, encore une fois? » Jusqu'au retour du garçon au père, nous ne cessâmes de nous embrasser. Des baisers, rien d'autre que des baisers, répétait-elle sans discontinuer. Je commence à douter de son homosexualité, là. Il y a quand même beaucoup de liens avec des femmes. En plus, il l'embrasse. Mais moi, avais-je éprouvé ou non de la volupté? Je l'ignorais. Cette question mise à part, une première expérience n'étant rien d'autre en soi qu'une forme de volupté, sans doute était-il inutile dans ce cas précis de démêler le vrai du faux. À quoi bon tenter d'extraire à ma sensation de griserie quelques éléments plus abstraits? L'essentiel, c'est que j'étais devenu enfin un homme qui connaît le baiser. Mais pareil au garçon qui, qu'on lui propose en dehors de chez lui un gâteau délicieux, désire aussitôt le faire goûter à sa petite sœur, je n'avais cessé, en serrant Chieko dans mes bras, de songer à Sonoko, et à elle seule. Dès lors, un fantasme occupa toutes mes pensées, embrasser Sonoko. Ce fut ma première et aussi ma plus lourde erreur de calcul. Quoi qu'il en soit, la pensée de Sonoko me révéla peu à peu toute la laideur de cette première expérience. Le lendemain, lorsque Chieko me téléphona, je lui mentis en prétendant que je devais retourner de toute urgence à l'Arsenal. Je me rendis même pas au rendez-vous dont nous étions convenus. Puis je me refusais de voir que cette affectation de froideur venait du fait que ces baisers ne m'avaient procuré aucune jouissance. C'était justement parce que j'aimais Sonoko qu'il m'avait paru si laid, du moins parvins-je à m'en persuader. Ce fut donc la première fois que mes sentiments pour elle me servirent de faux fuyant. Comme tous les garçons et les filles qui vivaient leur premier amour, Sonoko et moi échangeâmes nos photographies. Je reçus une lettre d'elle m'annonçant qu'elle avait glissé la mienne dans un médaillon qu'elle portait contre son sein. Le médaillon est écrit en syllabaire en français dans le texte original. Donc, il y a du français dans le texte original. Ouais. Vous savez quoi? Finalement, on va lire jusqu'à la page 217, finalement. Parce que ça me tente. Il va rester 5 lignes à la page 217, puis après, bon, on va finir cette page-là, puis on va aller de 218 jusqu'à la fin. En revanche, celle que Sonoko m'envoyait était si grande que seul un porte-document aurait pu la contenir. Ne pouvant pas la mettre dans la poche intérieure de ma veste, je l'avais enveloppée dans un carré d'étoffe que je gardais avec moi où que j'aille. Craignant que l'usine ne soit incendiée pendant l'une de mes absences, je ne manquais jamais de l'emporter chaque fois que je rentrais à la maison. Or, un soir, alors que j'étais dans le train pour retourner à l'Arsenal, les sirènes se mirent soudain à hurler et les lumières s'éteignirent. Puis ce fut le signal d'évacuation d'urgence. Je fouillais à tâtons dans le filet à bagages. Le grand sac qui devait s'y trouver, ainsi que le carré d'étoffe enveloppant la photo, avait été volé. J'étais d'un naturel superstitieux. Il faut que je revoie Sonoko au plus vite, me dis-je. Et dès lors, cette angoisse me tarauda. Ce fut les bombardements aériens sur Tokyo, dans la nuit du 24 mai, aussi intensifs que ceux du 9 au 10 mars qui me décidèrent. Ces bombardements les plus violents, après ceux du 9 au 10 mars, eurent lieu à plusieurs reprises sur Tokyo entre le 24 et le 26 mai. Le nombre de victimes n'est pas exactement connu, mais ils oscilleraient entre 80 000 et 100 000. Donc c'est quasiment aussi violent que l'autre. Peut-être notre relation, Sonoko et moi, avait-elle besoin de ces miasmes pour nous libérer d'un tel lot de malheur? À la manière de ces Je recommence. Peut-être notre relation à Sonoko et à moi avait-elle besoin de ces miasmes pour nous libérer d'un tel lot de malheur, à la manière de ces composés chimiques qui, pour entrer en réaction, requièrent un cataclysme par le soufre. Cachés dans l'une des innombrables galeries latérales creusées à la frange de la plaine et des collines, nous regardions le ciel de Tokyo, incendié d'écarlate. Parfois, quand une explosion se produisait, lançant des reflets dans l'espace, on apercevait entre les nuages une trouée de ciel incroyablement bleu, comme en plein midi, apparition fugitive au cœur de la nuit d'une portion d'azur céleste. Des projecteurs de défense antiaérienne impuissants, comme autant de spots destinés à accueillir les avions ennemis, ne cessaient de capter au centre de leur pâle faisceau qui s'entrecroisait l'éclat étincelant des ailes de ces appareils, puis, passant le témoin lumineux à d'autres projecteurs, de plus en plus proches de la capitale, remplissaient avec courtoisie leur rôle d'éclaireurs. Les tirs de la DCA s'étaient fait rares ces derniers temps. Les B-29 atteignirent aisément le ciel de Tokyo. De là où nous étions,
Comment aurions-nous pu distinguer dans cette bataille aérienne qui faisait rage au-dessus de la ville les avions ennemis et les nôtres? Cependant, en regardant sur fond de ciel écarlate les ombres des appareils en train de s'abattre, la foule des spectateurs poussait des ovations unanimes. Les plus bruyants étaient les très jeunes ouvriers. De ci, de là, à travers les galeries résonnaient, comme au théâtre, applaudissements et acclamations. Aux yeux de tous ceux qui contemplent ce spectacle de loin, les avions abattus peuvent faire partie ou non du camp ennemi. Cela ne change pas grand-chose. Dans le fond, me dis-je finalement. Et c'est là, et c'est ça, la guerre. Le lendemain matin, marchant sur des traverses encore fumantes, empruntant des passerelles faites de planches à moitié brûlées, longeant sur une partie de mon parcours les rails de la ligne de chemin de fer, je rentrais chez moi pour découvrir que seuls les environs de la maison avaient été entièrement épargnés par les bombes. Ma mère, mon frère et ma sœur se trouvaient avoir passé la nuit là et paradoxalement, la chaleur intense de l'incendie, en leur mettant le feu aux joues, les avait aussi égayés. Pour marquer leur soulagement d'en avoir échappé, ils étaient en train de déguster une boîte de pâtes d'haricots rouges qu'ils avaient tirée de la réserve du sous-sol. « Grand frère, j'ai l'impression que tu en pinces pour quelqu'un, non? » me dit ma sœur de 16 ans, un vrai garçon manqué en entrant dans ma chambre. « Qui t'a raconté ça? »« Moi, je devine tout. »« Eh bien, je n'ai pas le droit d'être amoureux? »« Bien sûr que si. Quand est-ce que tu te maries? » J'ai tressailli, comme un fuyard à qui quelqu'un parle soudain des détails d'un crime qu'il a commis, sans se douter qu'il a l'affaire au coupable. Me marier? Pas question. Tu n'as aucune morale. Tu en pinces pour quelqu'un que tu n'as jamais eu l'intention d'épouser? Ah, c'est écœurant, les hommes. Ne sont que des vauriens. Si tu ne sors pas immédiatement, je vais te barbouiller d'encre. Quand je me retrouvais seul, je commençais à recenser les mêmes pensées. Oui, bien sûr, le mariage ici-bas, c'est quelque chose de concevable. Et aussi le fait d'avoir des enfants. Je me demande bien pourquoi je l'avais oublié. Ou du moins pourquoi je l'ai fait semblant. Même ce bonheur infime qu'est le mariage, j'ai fini à cause de l'intensification de la guerre par le considérer comme une pure illusion, dénudé de toute réalité. Dans le fond, peut-être qu'à mes yeux, le mariage est en quelque sorte un bonheur d'une grande gravité. Une gravité à donner la chair de poule. Toutes ces pensées me poussèrent à une décision paradoxale. Il fallait sans différer d'un seul jour que j'aille rejoindre Sonoko. Était-ce donc cela, l'amour? Cela ne s'apparentait-il pas plutôt à de la curiosité face à l'angoisse? Je veux dire par là, celle qui se manifeste avec une ardeur singulière lorsqu'une boule d'angoisse se loge à l'intérieur de nous.